Autriche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Lise Michel. Lise Michel, Faculté des Lettres, section de français, professeure en dramaturgie et histoire du théâtre, spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle. Les trois grands domaines dans le théâtre du XVIIe siècle qui sont mis en scène comme objet de supercherie, il y a d'une part la médecine, il y a l'astrologie, mais il y a aussi tout le domaine de la magie et de la fausse magie. Le motif de la ruse, de la tricherie, de la fourberie, c'est un des grands ressorts du théâtre comique depuis toujours, depuis l'Antiquité. Il y a un grand renouveau de la comédie au XVIIe siècle avec des influences espagnoles et italiennes. Donc il y a toute une tradition de valets rusés dans la comédie espagnole du XVIe siècle et dans la comédie italienne aussi, avec des profils différents de valets rusés dans les deux cas, mais qui ont en commun de faire des fourberies, soit au service de leur maître, soit à l'inverse pour jouer des tours à leur maître. Et en France, en particulier à partir du milieu du XVIIe siècle, ces influences se font grandement sentir avec des phénomènes de republication et de circulation de troupes aussi de ces corpus-là. Et ça se mêle en France avec une préoccupation aussi du côté de la question de la crédulité. La ruse devient aussi problématique dans un contexte où on s'interroge sur les problèmes liés à la supercherie, à la charlatanerie, à la crédulité dans la société de l'époque. En France, il y a toute cette tradition encore de comédie avec des valets rusés, donc aussi bien chez Paul Scarron, par exemple, qui est un auteur du milieu du XVIIe siècle qui a été très très influencé par la comédie espagnole. Il avait un acteur vedette qui jouait tout le temps le même rôle, le rôle de Jodelet, qui était un valet à la fois balourd et rusé, qui se déguisait notamment au service de son maître, qui se faisait passer pour un noble alors qu'il ne l'était pas dans les pièces de Scarron. Donc il y a toute cette tradition-là. Et puis ensuite, donc ça c'est les années 1650 à peu près, et puis à partir des années 1660, c'est les grandes années de création de Molière, le thème de la ruse se focalise beaucoup autour de la question de la médecine, avec une série de faux médecins, donc de valets déguisés en médecins ou de faux médecins plus généralement. Donc c'est à la fois Molière et d'autres avant lui, après lui, avec la question de la médecine comme masque d'une supercherie beaucoup plus générale dans la société. Dans la société à l'époque se répandent beaucoup de personnes qu'on qualifie de charlatans et dans un contexte qui est difficile de démêler actuellement parce qu'en réalité, il y a de grands débats autour de la médecine. À côté de la médecine traditionnelle, qui est inspirée de Hippocrate, donc médecine antique, et puis de la lecture qu'en a fait ensuite un certain Galien. Enfin, voilà, donc il y a une médecine traditionnelle. Et à côté de ça, il y a une nouvelle médecine qui émerge, qui est proche de l'alchimie, et qui est proche de la chimie et de l'alchimie, justement. Et les défenseurs de la médecine traditionnelle dénigrent la médecine nouvelle en disant que c'est de la supercherie et en l'assimilant justement aux supercheries de l'alchimie. Tandis que les médecins qui défendent la médecine nouvelle, c'est à l'université de Montpellier notamment, qui est opposée à l'université traditionnelle de la Sorbonne, ces médecins-là essayent de défendre l'existence d'une vraie médecine nouvelle fondée sur des principes chimiques, donc sur des principes à base de plantes, de minéraux, donc ce type de chimie. Donc c'est un vrai débat de société et se glisse dans cette opposition entre médecine ancienne et médecine nouvelle, beaucoup de charlatans qui essayent de profiter en fait de ce débat pour glisser des remèdes complètement fantaisistes, en réalité se faire de l'argent sur le dos des malades. Et donc ça devient en fait un vrai problème de société qui est difficile à démêler justement parce qu'il y a à la fois un vrai débat scientifique et en même temps des pratiques de plus en plus nombreuses de supercherie, d'arnaque en fait de clients, de malades qui se glissent dans ce débat-là.
Et donc, c'est un débat d'actualité en soi pour la médecine. Et plus généralement, ça ouvre à un débat sur la supercherie en général. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force il vouloit que je fusse médecin, je me suis résolu à l'être, aux dépens de quoi il appartiendra. Si je prends l'exemple du médecin malgré lui de Molière, qui est une pièce donc, qui est jouée en 1666, qui raconte l'histoire de Sganarelle qui est forcé à devenir médecin. Enfin, sa femme, pour se venger à la suite d'une dispute conjugale, fait croire à des passants qui cherchent un médecin pour soigner une jeune fille malade, fait croire que son mari est médecin, mais qu'il faut le battre pour qu'il avoue qu'il est médecin. Sganarelle commence par nier en disant qu'il n'est pas médecin, en réalité il est bûcheron, et puis finalement il se prend lui-même au jeu et finit par ne plus savoir s'il n'est pas quand même un petit peu médecin. Et donc il s'aveugle lui-même. Le thème de l'aveuglement sur soi-même, c'est un des grands thèmes du théâtre de Molière, et il finit par ne plus trop distinguer entre le fait d'être ou de ne pas être médecin, et il donne des diagnostics complètement fantaisistes pour soigner les malades, et il a un grand succès. Tu triches. Dans Le médecin malgré lui, c'est la scène 4 de l'acte 1. Il y a une scène où Martine, donc la femme de Sganarelle, essaye de faire croire aux personnes qui passent et qui, lorsqu'elle essaye de leur faire croire que son mari est médecin, elle leur raconte les miracles, parce qu'il s'agit vraiment de miracles que son mari a réalisés. Et donc, par exemple, elle leur dit, donc elle emploie le terme de miracle. On est vraiment au cœur de cette question de la croyance. C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte. Il y avait déjà 6 heures et on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Donc il s'agit de Sganarelle. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Donc là, dans cette description de Martine, ce sont des allusions explicites pour les contemporains aux traités de l'époque qui vantent des médicaments miraculeux, et en particulier, il y a beaucoup de traités qui prétendent avoir trouvé l'or potable, donc l'or qu'on peut boire, et qui fait ce genre d'effet, et l'onguent miraculeux, qui est, donc c'est 2 questions de à la fois l'or potable d'une part qui permet de ressusciter une femme, et un onguent miraculeux qui permet de remettre ensemble cet enfant qui est tombé du haut d'un clocher. C'est intégré donc dans cette scène comique de Molière avec des clins d'œil que le public de l'époque comprenait à tous ces traités qui prétendent vendre exactement ce genre de médicaments. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là par rapport au thème de la supercherie, de la tricherie ou de la superstition, c'est que... Et de l'imposture. Et de l'imposture, absolument. C'est que il y a une lecture, c'est vraiment un thème sur l'imposture, sur la manière dont on peut être victime d'une imposture et la manière dont on peut aussi s'aveugler lorsqu'on est soi-même imposteur. On peut lire cette pièce avec un double niveau, un niveau de libre penseur, de libertinage, qui étaient des milieux que fréquentait Molière aussi, où le discours sur la médecine est aussi un masque pour un discours sur la religion et les pratiques de la religion, puisque les médecins chez Molière, donc aussi bien dans Le médecin malgré lui que dans les autres pièces de Molière sur la médecine, jouent toujours explicitement sur la peur de la mort, font usage d'un langage, d'un latin obscur et incompréhensible, comme on le fait dans les cérémonies religieuses. Qui permettent de garder le pouvoir aussi. Exactement, tout à fait. C'est une question de pouvoir, tout à fait, d'autorité. Et donc c'est vraiment des pièces sur l'autorité, et l'autorité notamment de l'Église. Dans Le médecin malgré lui, il y a vraiment des affinités très fortes. Aussi, le remède que prescrit Sganarelle pour la jeune fille, c'est du pain trempé dans du vin. Donc il y a un souvenir de l'Eucharistie. Aussi, il y a des menaces de la colère du médecin qui évoquent les menaces de la colère de Dieu. Il y a vraiment ce jeu sur le fait que le médecin a tout le pouvoir, que la personne qui détient l'autorité a le pouvoir, et a le pouvoir parce que la personne en face a peur de la mort.
C'est un double discours qui est dans toutes les pièces de Molière et qui est particulièrement visible dans Le Médecin malgré lui, et aussi dans une autre pièce où c'est carrément explicite, qui est une pièce qui est créée juste avant Le Médecin malgré lui, qui s'appelle L'amour médecin, où là, l'un des médecins dit à ses confrères mais nous sommes des charlatans, mais nous sommes bien, enfin, c'est confortable pour nous parce que nous jouons sur la peur de la mort de nos clients, et puis ils ne peuvent pas se plaindre parce que ceux qui sont morts sont morts. Avec ces pièces, Molière s'attire-t-il les foudres du monde médical de l'époque et aussi du pouvoir religieux ? Alors, en fait, c'est un discours qui est suffisamment ambigu pour qu'il n'ait pas été inquiété pour les pièces sur la médecine. Et il y a un moment de sa carrière où il est inquiété, c'est autour de Tartuffe. Donc, en 1664, il fait jouer une pièce qui s'appelle Tartuffe ou l'imposteur, dans laquelle un imposteur se glisse dans une famille pour détourner l'héritage, séduire la mère de famille. Donc là, à ce moment-là, cet imposteur étant un directeur de conscience, donc arrivant sous le masque de la religion dans la famille de Orgon. Donc Tartuffe arrive chez Orgon sous ce masque-là. Donc là, effectivement, la pièce a été interdite. Pendant des années, il y a eu plusieurs versions. Molière a fait appel, il a envoyé des demandes pour que sa pièce puisse être jouée. Il l'a modifiée à plusieurs reprises. Elle a fini par être jouée 5 ans plus tard, dans une version beaucoup plus douce que dans la première version. Les titres des pièces de Molière qui évoquent médecin et médecine sont nombreux. L'amour médecin, Le médecin malgré lui, Le médecin volant et Le malade imaginaire, et plus ponctuellement, Monsieur de Pourceaugnac et Don Juan. Lise Michel, la médecine comme une obsession chez Molière ? Il n'a pas de raison personnelle d'être obsédé par les médecins, il est vraiment obsédé par toutes les formes d'autorité qui abusent des gens. Donc la médecine, c'est une des formes de cette autorité. Dans Le malade imaginaire, effectivement, sa dernière pièce en 1673, c'est effectivement très visible, où le Argan est complètement soumis à cette autorité des médecins. Il est terrifié à l'idée de changer le dosage de ses médicaments. Il craint la colère des médecins, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il pourrait devenir médecin lui-même à la toute fin, et qu'en fait, il est vivant. C'est son grand cri de joie à la fin de la pièce. Il y a aussi tout un débat autour de la supercherie, du côté aussi de l'astrologie. Il y a plusieurs pièces qui tournent autour de personnages de faux astrologues. Et c'était aussi un enjeu de société à l'époque. On distinguait moins nettement qu'après, on le fera au siècle suivant, l'astrologie et l'astronomie. Et donc il y avait beaucoup de croyances autour de l'astrologie et beaucoup de personnes qui s'enrichissaient en faisant des prédictions, donc des voyants en fait, des charlatans qui s'enrichissaient sur ce terrain-là. Et donc, il y a plusieurs pièces dans la deuxième moitié du XVIIe siècle qui tournent autour de ce sujet-là, notamment une pièce qui a eu un énorme succès, qui est une pièce de Jean Donneau de Visé, qui s'appelle « La devineresse ou les faux enchantements ». Jean Donneau de Visé, c'était un journaliste, un ami de Molière d'ailleurs, un journaliste très en vue, qui était très au fait de l'actualité. Il avait fondé un journal dans lequel circulaient toutes les nouvelles de la ville et même internationales. Et il a écrit une pièce en 1679 qui s'appelle donc cette pièce « La devineresse ou les faux enchantements », qui raconte l'histoire d'une fausse devineresse, donc d'une fausse voyante, qui accueille chez elle, contre de grandes sommes d'argent, des gens qui ont différents problèmes et qui ont besoin des services d'une voyante. Voilà comme sont la plupart des hommes. Ils donnent dans toutes les sottises qu'on leur débite. Et quand une fois ils se sont laissés prévenir, rien n'est plus capable de les détromper. Elle a été créée et jouée alors même qu'il y a un procès en cours d'une femme qui est accusée de charlatanisme, une vraie femme qui s'appelait Catherine Voisin, qui était surnommée La Voisin. Et en fait, il crée cette pièce pendant le procès de La Voisin. Donc cette femme était accusée de différents faits de charlatanisme et en particulier d'empoisonnement. Mais les spectateurs ont assimilé le personnage de la devineresse et le personnage réel de La Voisin, et comme le verdict n'avait pas été rendu, le verdict réel, la pièce proposait en fait une sorte de dénouement possible du réel procès de La Voisin. Les spectateurs sont vraiment venus assister à cette pièce comme ils assisteraient au procès en cours. Et c'est une pièce très intéressante parce qu'il y a vraiment un défilé de personnes qui viennent
chez cette fausse devineresse, qui dans la pièce s'appelle la Jobin et non pas la Voisin, avec différents problèmes. Et là encore, quand on parlait de crédulité et de supercherie, c'est vraiment une pièce qui montre à merveille le principe de la manière dont les supercheries se fondent sur la crédulité des gens. Donc les gens viennent avec des problèmes complètement différents. Il y a quelqu'un qui veut retrouver un amant ou une maîtresse, quelqu'un qui veut savoir qui a volé ses pistolets, une jeune fille qui voudrait avoir des formes plus développées, une question de quelqu'un qui veut enfler, désenfler. Enfin voilà, c'est toutes sortes. Chacun a ses problèmes en fait et arrive avec ses problèmes. Et ce sont des problèmes tellement cruciaux et tellement importants que la Jobin en profite complètement et donc se fait énormément d'argent avec ces questions-là. Donc on est vraiment au cœur de la question du lien entre supercherie et crédulité. Lise Michel, enseignante-chercheuse à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne et spécialiste du théâtre du XVIIe siècle. Les 3 grands domaines dans le théâtre du XVIIe siècle mis en scène comme objet de supercherie. Tu triches. Il y a d'une part la médecine, il y a l'astrologie, mais il y a aussi tout le domaine de la magie et de la fausse magie. À partir des années 1650, on a un très grand nombre de pièces qui mettent en scène des faux magiciens, des faux enchanteurs, et donc de la même façon, toujours ce phénomène de supercherie lié aux faux enchanteurs. Alors, soit sur un mode complètement comique, soit sur un mode un petit peu plus grave. Comme la médecine et comme l'astrologie, la question de la limite entre magie et fausse magie est très discutée au XVIIe siècle. La vraie magie, pour le XVIIe siècle, elle a 2 volets. Il y a d'une part une magie qu'on appelle la magie naturelle, qui est une manière de créer des effets avec des éléments entièrement naturels. Par exemple, créer des potions à base de plantes qui permettent de dormir. Aujourd'hui, ce serait une sorte de médecine par les plantes, mais voilà, c'était considéré comme de la magie naturelle à l'époque. Et il y a aussi ce qu'on appelle une magie artificielle, qui est aussi considérée comme de la vraie magie. Il y a toute une recherche sur la manière de créer des effets d'optique pour agrandir, diminuer, faire des effets un peu de lanterne magique. Voilà, donc c'est tout ce qui est des recherches techniques, en fait, pour faire des effets techniques. Donc ça, c'est une magie qui est considérée comme de la vraie magie. Et puis, il y a fausse magie qui se développe à côté, qui est tout ce qui relève du surnaturel. Donc faire apparaître des esprits. Dans la pièce de la devineresse dont on parlait tout à l'heure, la devineresse présente un corps complètement démembré et puis elle le remembre. Voilà, donc tout ce qui relèverait de ce type d'effet, c'est de la fausse magie. Et il y a un vrai débat pendant tout le XVIIe siècle sur les limites de la fausse magie et de la vraie magie et sur le crédit qu'on peut apporter aux personnes qui prétendent être des magiciens. C'est un débat très très intense du côté des philosophes. Gabriel Naudet, dans les années 1630, fait un traité pour défendre les personnes qui ont été faussement accusées de magie. Il faut en comprendre de fausse magie, en disant qu'en réalité c'était des gens qui ne faisaient que des choses tout à fait bénignes, avec des effets justement tout à fait naturels, et qu'ils ont été poursuivis pour rien. Voilà, il y a toute une réflexion là-dessus aussi de Cyrano de Bergerac dans les années 1650. Donc Savinien Cyrano de Bergerac, qui est un auteur notamment dramatique, qui est un libre penseur pour son temps, qui a écrit une lettre qui s'appelle Pour les sorciers et une lettre qui s'appelle Contre les sorciers, parce que la question de la magie touche directement celle de la sorcellerie, où il s'en prend de façon extrêmement violente aux personnes qui prétendent être des sorciers. D'abord en se moquant d'eux sur le mode comique, et puis ensuite en les accusant de façon très sérieuse. Et donc le théâtre s'empare de ce thème-là avec beaucoup de pièces sur la fausse magie. Par exemple, une pièce qui s'appelle, en 1666, donc très exactement contemporaine du Médecin malgré lui, qui s'appelle Le Jaloux invisible, d'un certain Brécourt, qui était un auteur contemporain de Molière, qui avait aussi sa troupe. Et donc dans Le Jaloux invisible, un faux magicien fait croire à un jaloux
qu'il a le pouvoir qu'il lui donne un bonnet en lui disant que ce bonnet lui permet de le rendre invisible. Et donc le jaloux met ce bonnet et pense que lorsqu'il a ce bonnet, il est invisible et on le met en présence de la femme et de l'amant de la femme. Et le jaloux pense qu'il n'est pas vu. Et la femme et l'amant de la femme, évidemment, voyant le stratagème, ne se disent que des choses extrêmement anodines, en parlant avec tout le bien qu'il faut du mari. Voilà, c'est une des pièces sur ce thème. Est-ce qu'elles ont du succès, ces pièces, à l'époque ? Est-ce qu'elles rencontrent leur public, comme on dit aujourd'hui ? Oui, elles ont un grand succès. La comédie se renouvelle beaucoup à partir des années 1650 et elle se tourne de plus en plus vers des thématiques galantes qui correspondent au goût du public de l'époque. Par exemple, justement, ce jaloux invisible, si ça a tant de succès, c'est parce que le thème de la jalousie est un des thèmes centraux de la littérature galante de l'époque. Il y a des milliers de pages de romans écrits sur le thème de la jalousie. Donc c'est une des variations, en fait, de ce thème de la jalousie par le biais de la fausse magie. Tu triches. Le théâtre contribue à l'émancipation de la société. Il la reflète aussi parce qu'il rencontre vraiment les préoccupations d'un public, comme je le disais, qui est de plus en plus féminin notamment. Et le théâtre constitue des variations souvent originales sur des questions qui sont vraiment au cœur de ce qui intéresse la société à l'époque. Donc que ce soit ce thème de la crédulité, de la superstition ou toutes ces thématiques galantes de la jalousie, des relations amoureuses. C'est des formes de scénarios, de réponses possibles ou de rêves possibles sur certains scénarios. Voilà, par exemple, dans le médecin malgré lui, là, il y a une nourrice qui rêve qu'on puisse changer de mari comme on change de chemise. Voilà, c'est une des aspirations comme ça qui se manifestent au théâtre, en particulier dans la comédie. À l'époque, c'est totalement scandaleux. Alors, ça n'est pas scandaleux, mais c'est du côté de la modernité. Ça correspond vraiment, il y a une vraie réflexion de ce côté-là au XVIIe siècle sur la question des relations amoureuses, des relations matrimoniales, de ce qu'est le mariage, et en particulier pour les femmes, du rôle des femmes dans la société. Et le théâtre, souvent, est un peu en avance, justement, par des propositions qu'il fait sur le rôle des femmes. Ce qui est incroyable avec Molière, c'est sa liberté de penser. Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Don Juan, acte 1, scène 2. Le fait qu'il aborde vraiment des questions philosophiques, extrêmement profondes et sur un terrain qui frise souvent avec le libertinage, de façon aussi élégante, en quelque sorte. Et ce qui est aussi admirable, c'est la manière dont il a pu dialoguer avec son public. Si on met à part la question du Tartuffe, qui est une autre très longue histoire, ce n'est pas forcément un risque qu'il prend, mais vraiment, il est complètement en phase avec son public. Donc, ça correspond tout à fait aux idées qui se développent à l'époque et qu'il porte sur son théâtre. Donc, ça n'est pas forcément du courage au sens où il serait contre son public, où il devrait porter des idées qu'il serait seul à porter. C'est vraiment, paradoxalement, consensuel par rapport à son public, qui est un public galant, qui est un public de mondains, qui est très à l'écoute de ce type de discours, qui lit aussi des textes libertins. Donc, en fait, c'est une manière de porter publiquement des discours qui circulent beaucoup dans la population à l'époque, mais qui sont effectivement du côté vraiment de la modernité. Donc il flatte quand même son public ? Il le flatte, mais pas au sens où... Enfin, il le flatte comme un comique actuel pourrait savoir exactement avec quel filon faire rire. En fait, ce qu'il cherche avant tout, c'est à faire rire son public. Et donc, pour faire rire ce public, il touche des cordes qui sont particulièrement sensibles chez ce public-là. Donc, c'est pour ça que il y a souvent des allusions à l'actualité, il y a souvent beaucoup de choses qui sont vraiment très ancrées dans son temps, même si ce sont des questions qui nous parlent encore aujourd'hui. Il joue des valeurs de son public, il y a un grand effet de connivence avec son public.
Il y a quelque chose de très moderne quand même Mhm. chez Molière. Vous qui connaissez très bien cette époque du théâtre, est-ce que vous vous en servez à titre vraiment personnel? Est-ce que ça vous aide encore en fait dans votre vie à vous aujourd'hui, peut-être plus que des auteurs contemporains? Plus, je ne sais pas, mais différemment. Le schéma du Tartuffe, de cet imposteur, alors qu'il est de façon délibérée, évidente, imposteur, arrive à ce point-là à ses fins. C'est vrai que c'est un schéma qui vient souvent à l'esprit dans d'autres contextes. Toutes les questions aussi de supercherie, les dangers d'une crédulité non éclairée. Oui, c'est tout à fait transposable. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.